Alors, ce fut un immense honneur d'avoir été président du bureau de l'Académie pendant 2022. Il y avait 33 présidents de notre Académie sélectionnés parmi les membres de la section de sciences fondamentales et je suis très fier d'être un de ces 33. Parmi mes prédécesseurs, je voudrais mentionner le professeur Pierre Couly et le professeur Louis Hu, qui sont des modèles scientifiques de haut vol avec une extraordinaire vocation de professeur. Cette année, nous avons eu des séances passionnantes, en présentiel, mais aussi sur Zoom et sur YouTube. En février, nous avons eu une réunion très intéressante sur l'épidémiologie, crise sanitaire SARS-CoV-2. En mars, sur la radiologie intelligence artificielle. En avril, la séance en l'honneur du professeur Jean-Michel Froidard avec les pionniers de la fonction des récepteurs aux estrogènes et la success story des nouvelles thérapies de la compagnie Mitra et de son laboratoire. Aussi en avril, une séance ordinaire autour de l'oncologie moléculaire et puis d'autres sujets comme les implants rétiniens. Ensuite, le symposium de cancérologie mammaire, le mini-symposium de pédiatrie et d'autres jusqu'en juin où nous avons eu l'honneur d'avoir le symposium de Sa Majesté la Reine sur la santé mentale des enfants. Ce symposium a illustré des nouvelles questions importantes à présent étudiées par plusieurs groupes de chercheurs et de cliniciens. En septembre, la séance solennelle de remise de prix pour 2022 s'est déroulée en présence de Madame la ministre Valérie Clatillon. Le symposium organisé avec l'Académie nationale de pharmacie de France a mis en avant les nouvelles technologies de vaccination. La séance consacrée au Conseil supérieur d'intégrité scientifique, organisée par professeur Daniel Balérieux et M. Bernard Armini, a réuni les vice-recteurs pour la recherche des trois universités et les représentants de l'FNRS. La séance ordinaire du 26 novembre a présenté les progrès dans la compréhension et le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la révolution thérapeutique dans l'hémophilie et les rôles des cellules myriques au poumon. Et finalement, la séance du président s'est penchée sur des aspects de hématologie moléculaire, notamment la leucémie aiguë myéloïde et la biologie structurelle des protéines de membrane. Un moment tout particulier était la remise de la Grande Croix de l'Ordre de la Couronne aux professeurs Pierre Lefebvre et Jacques Gauthier. Nous avons prévu un programme très intéressant pour 2023. Je ne vais pas entrer en détail, seulement je vais mentionner une séance en novembre 2023 sur les maladies inflammatoires où nous aborderons des questions scientifiques et éthiques autour du coût, de l'accès et de l'efficacité de nouveaux médicaments très coûteux. Au cours de cette année, plusieurs réalisations majeures ont été obtenues sous la direction de notre secrétaire perpétuel, le professeur Georges Casimir. Je voudrais lui remercier pour sa réflexion, pour l'investissement de réflexion et pour beaucoup d'énergie qu'il a pu investir pour l'avenir de notre compagnie, tout en résolvant de nombreux problèmes actuels et très concrets. Ce fut un vrai plaisir de travailler avec les autres membres du bureau, Isabelle Salmon, André Chêne, Jean-Pierre Brion, Didier Cataldo et Étienne Marabet. Et bien sûr aussi avec le secrétaire perpétuel honoraire Jean-Michel Froidard. Je voudrais aussi remercier la commission des finances, le professeur Jean-Louis Van Hemmergen, ainsi que le professeur Frédéric Lemaître, qui a accepté d'y siéger au nom de l'Université catholique de Louvain, et également les professeurs Benoît Langelet et Michel Goldman, qui ont beaucoup aidé le bureau. Je voudrais encore remercier Mme Vanessa Costanzo pour son élégante et efficace gestion du monde digital qui permet à plus d'académiciens de participer à nos séances ainsi qu'au public. Je récap les fréquents problèmes techniques de transmission qu'on a eus, que je l'espère seront résolus dans l'avenir et ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Nous avons aidé par l'équipe administrative de l'ARMB, gérée par M. Alexandre Boucher, et je les en remercie également. Je citerai quelques avancées majeures. Premièrement, la création du Conseil supérieur des hôpitaux académiques, où je pense que beaucoup de bonnes idées vont se concrétiser. Je vois que notre doyenne est
membre, François Smets, y fait partie, et ces institutions peuvent se soutenir mutuellement pour promouvoir la médecine académique en Belgique. L'Académie a présidé la commission de planification de la communauté française de Belgique sur la prévision des numéros INAMI nécessaires pour chaque spécialité et pour la planification adéquate du paysage médical. Enfin, le soutien du FNRS aux cliniciens-chercheurs a été élargi, ce qui constitue une étape supplémentaire dans l'effort de promotion de la recherche auprès de nos meilleurs jeunes, en leur permettant de se consacrer à la recherche. Sur ce point, il reste encore beaucoup à faire. Un certain nombre de questions sont toujours en vue dans notre société et l'Académie a été sollicitée par le gouvernement pour donner de nombreux avis. Notre compagnie a essayé d'y répondre le plus rapidement possible. L'Académie royale de médecine de Belgique est membre de la Fédération européenne des académies de médecine que je l'ai dirigée jusqu'en 2024. La FEAM fait partie d'un groupe de 110 académies, toutes les académies européennes, comme les académies de sciences, les académies d'ingénieurs, ALEA et académies européennes. Cette coupole de toutes les académies est appelée SAPEA, Science Advanced for Policy by European Academies. À partir de l'été 2023, la FEAM prendra la présidence de la SAPEA et présentera des rapports scientifiques directement au Collège des commissaires de la Commission européenne. Je compterai beaucoup sur l'aide et l'expertise de notre compagnie. Par exemple, l'un des rapports scientifiques fournis par la SAPEA en 2022 concernait le dépistage du cancer en Europe, Cancer Screening. Sur base de ce rapport, qui a fait l'objet d'un peer review par l'Association des académies de sciences, des recommandations ont été adoptées par la Commission européenne, celles-ci ont été votées par le Parlement européen. Une conséquence directe est que la Commission européenne s'intéresse maintenant à la survie au cancer, un problème majeur qui a été mis en avant en Europe par un membre de notre compagnie, la professeure Françoise Meunier. De son côté, la FEAM poursuivra deux projets d'importance majeure l'année prochaine, un projet sur l'harmonisation des tests moléculaires dans le cancer et l'utilisation des techniques moléculaires pour le dépistage, et deuxièmement, une étude sur le coût élevé des traitements innovants dans les maladies inflammatoires et dans le cancer, qui sera dirigée par la professeure Dominique Bron et le professeur Ferry Bredvel de Leiden, tous deux vice-présidents de la FEAM. Mais la réalisation la plus importante de notre compagnie cette année est peut-être l'élection de nouveaux membres belges et étrangers. Sur ce point, nous sommes fiers d'avoir une disparité de genre moindre que dans d'autres académies. Néanmoins, sous la direction du secrétaire perpétuel, nous avons créé une commission afin d'analyser les causes de cette disparité dans le milieu académique avant de proposer des solutions pour la réduire. Cette réflexion pourrait s'avérer utile pour d'autres institutions, comme par exemple les universités. L'originalité et l'excellence de la recherche, tant au niveau clinique qu'au niveau fondamental, reste la pierre angulaire d'une bonne médecine, et je dirais aussi la pierre angulaire d'un très bon enseignement universitaire, ainsi que l'attraction des meilleurs étudiants pour la recherche clinique et recherche transactionnelle et fondamentale. Pour en revenir à l'aide au processus qui mène à la recherche, en discutant avec les membres de notre compagnie, en particulier le professeur Pierre Coulis et le professeur Georges Casimir, deux questions nous sont venues à l'esprit et je voudrais le soulever devant la compagnie. La première concerne les règles administratives issues des législations européennes pour les acquisitions d'équipements par des structures publiques comme nos universités. Nos cliniciens et chercheurs obtiennent des financements compétitifs pour acquérir des équipements de pointe. Mais les règles sont telles que les chercheurs académiques et les administrations de leurs institutions perdent un temps considérable dans le respect obligé des marchés publics. Et même quand le produit est unique et produit par une unique compagnie, on passe énormément de temps de prouver ce qui est évident. Comment réduire ces contraintes quand l'industrie, pour sa part, ne les connaît pas et prend de l'avance dans une quête exigeante et mondialement compétitive de la compréhension de mécanismes biologiques et moléculaires. Sur base de la réflexion de l'ARMD et d'autres académies, la FEAM portera ce problème au niveau de la Commission européenne. La deuxième concerne la lourdeur croissante des charges administratives
concernant les essais cliniques pour permettre de travailler avec des échantillons de patients, quand par ailleurs nos patients acceptent en pleine connaissance de cause de donner leurs cellules et leur ADN pour la recherche, dans un contexte bien sûr éthique rigoureux. Pour chaque projet, toutes les approches expérimentales potentielles doivent être détaillées avant même que le premier test ne soit effectué. Les résultats d'une recherche sont par essence imprévisibles. La lourdeur administrative et le temps parfois considérable consacré avant même qu'une étude ne puisse débuter peuvent avoir un effet pervers, non seulement en démotivant ceux qui amorcent leur vie de chercheurs, mais même aboutir chez eux à une confusion entre les contraintes administratives de produire le dossier et la recherche elle-même. Sir Francis Bacon, en 1624, décrivait dans son ouvrage « La Nouvelle Atlantide » une académie ou une maison scientifique idéale, avec tous les instruments possibles disponibles pour la science. Dans cette maison idéale, le défi était, je cite, « découvrir les causes et acquérir la connaissance la plus approfondie des forces essentielles et des principes des choses. » Afin de dévoiler les secrets de la nature, les savants devaient posséder certaines vertus, et la première était bien sûr l'excellence. Sommes-nous aujourd'hui plus proches de cette maison scientifique et médicale idéale? Je dirais que oui, et je reste optimiste. Par contre, nous devons prendre garde de ne pas occuper tout notre temps à déployer des efforts pour acquérir les instruments, mais rester en mesure de les utiliser pour faire de nouvelles découvertes. À l'Académie, la compréhension approfondie des processus biologiques et des mécanismes pathologiques reste notre priorité. Cette compréhension découle de recherches fondamentales et cliniques. Comme je l'indiquais ici il y a un an, cette idée est parfaitement résumée dans la formule du professeur Christian Deduve, mieux comprendre pour mieux guérir.